Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat. La majorité des secteurs ont été impactés significativement par la crise de Covid, mais certains secteurs ont réussi à résister et d'autres ont même réussi à progresser, comme c'est le cas du digital, du télétravail, mais aussi des marchés financiers. Et en Afrique de l'Ouest, la Bourse régionale des valeurs mobilières, en abrégé la BRVM, connaît quelques performances. Ces résultats étaient-ils prévisibles depuis plusieurs mois ou depuis quelques années? La crise de Covid a-t-elle réellement profité aux marchés financiers? Les marchés financiers, nouveau levier de financement de nos économies locales. On en parle avec nos invités du jour ici en studio. Monsieur Brice Kwao, vous êtes analyste financier indépendant et surtout fondateur de l'école de la bourse. Merci d'être avec nous. Merci, Monsieur Soumaro. Et avec nous ici en studio, Monsieur Doudou Bobia, vous êtes spécialiste des marchés financiers. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors c'est un peu l'actualité depuis quelques mois, on voit un peu cette effervescence au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. On voit les cours des actions évoluer et grimper. Comment comprendre cette situation? Déjà, il faut mettre cette évolution en perspective avec l'évolution historique de la BRVM. Sur les 10 dernières années, peut-être même 20 dernières années, la BRVM suit des cycles de hausse et de baisse. Donc on était sur une dynamique de baisse sur les 5 dernières années, donc de 2016 à 2020. Mais parallèlement à ça, les entreprises à la BRVM n'étaient pas nécessairement en difficulté. Autrement dit, la baisse qu'on a constatée n'était pas directement liée à la performance des entreprises. C'était un comportement de marché. À un moment, les cours de bourse progressent, les investisseurs obtiennent des gains qu'ils reprennent et ainsi de suite. Donc, on a eu un marché qui a accumulé 5 ans de baisse alors que les entreprises derrière n'étaient pas forcément touchées. Donc, à un moment, le marché atteint un niveau où il va rebondir. Et ce niveau-là a été atteint, on va peut-être donner quelques détails techniques après, avec des ratios comme le PE ou le rendement. Mais à un certain niveau de valorisation, les gens reviennent pour acheter des positions qui sont plus profitables. Alors, M. Bobia, vous qui êtes spécialiste des marchés, vous observez un peu aussi cette évolution. Qu'est-ce qui, selon vous, peut justifier cette croissance, si on peut appeler croissance? Oui, je dirais qu'il y a de la croissance et je dirais qu'il y a eu une croissance soutenue. Pour rappel, entre 2011 et 2016, il y a eu une croissance soutenue de l'indice BRVM Composite et cette croissance-là a été de l'ordre de 125%. Vous convenez avec moi que pour des investisseurs qui enregistrent des performances de ce type-là, sont tentés de procéder à ce qu'on appelle des prises de bénéfices. Et ces prises de bénéfices massives-là ont contribué d'une certaine manière au retournement du marché auquel on a pu assister à la fin de l'année 2016-2017. Donc une forte croissance entre 2011 et 2016 et ensuite retournement de marché entre 2017 jusqu'à 2020. Donc on pouvait s'attendre quand même, comme Brice vient de le dire, à un retournement de marché sur la base de la forte hausse qu'il y a eu, et ensuite de la forte baisse. Et 2020 a été un peu avec l'impact lié à la crise du coronavirus, le point pour vraiment attirer un certain nombre d'investisseurs qui ont été intéressés par certains secteurs sur la BRVM, notamment le secteur agricole, notamment le secteur finance et aussi celui de l'industrie. Donc en somme, on pouvait s'attendre quand même à un retournement à la hausse du marché de la BRVM. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que quelque part, pour être beaucoup plus précis, est-ce que la crise de Covid a joué? Je dirais oui et non. Oui, dans le sens où la crise liée au coronavirus a favorisé quand même certaines sociétés qui opèrent notamment dans le secteur des services publics. Et quand je dis services publics, pour parler de sociétés cotées sur la BRVM, je pense à Maroc Télécom, sans faire de pub, à Maroc Télécom, je pense à Orange, au groupe Sonatel qui est coté. Pour les secteurs bancaires, je pense à des établissements tels que la CIB, tels que Ecobank. Pour les valeurs agricoles, je pense à Sucrivoire, je pense à SAPH. Donc, toutes les actions de ces sociétés cotées-là ont connu des performances significatives, des croissances significatives et la crise liée au coronavirus y a contribué pour quelque chose. Alors, on sait que les marchés financiers, c'est quand même aussi de l'épargne, de l'investissement. Est-ce qu'avec la crise, les populations ont vu dans les marchés financiers une occasion d'épargner de manière sûre? Je dirais pas vraiment, parce qu'à la base, dans notre culture, on n'épargne pas encore en bourse. Le taux de pénétration est vraiment faible. Si on doit donner des ordres de grandeur,
on a le 20% qu'on connaît déjà pour la banque, le taux de bancarisation, les 1% pour l'assurance. La bourse doit être autour de 0,1. Donc, on n'est vraiment pas dans quelque chose qui est dans nos pratiques. Alors que, justement, comme vous l'avez dit, le contexte de crise a ouvert des possibilités de rendement qu'on ne retrouve pas dans d'autres contextes. Pour vous donner un exemple, le rendement de l'épargne classique est de 3,5%. Je parle de l'épargne bancaire. On s'est retrouvé à la BFM avec des entreprises qui produisent des rendements de 12, 13, voire 15%. Donc, pour quelqu'un justement qui est formé, il aurait su qu'à ce moment, il fallait placer son argent. Et c'est pour ça qu'on donne ces messages aux gens. Parce que les crises, justement, il n'y en a pas tout le temps. Aujourd'hui, vous ne trouvez plus du 15% à la BFM. Le maximum est autour de 10-11. 10-11 qui est quand même bon. Mais imaginez-vous que certains ont pris des positions qui leur rapportent du 20% à la BFM. Je prends l'exemple du titre SMB qui coûtait 3 700 francs même jusqu'en début de cette année, mars 2021. Mais l'an passé, qui coûtait 3 000 francs. Le dividende de SMB est de 800 francs. Quand vous investissez 300 francs, vous avez 800 francs, c'est un rendement de plus de 20%. Donc quelqu'un qui est formé 2020 et puis une partie de 2021, le T1 de 2021, aurait été une période vraiment propice pour faire des emplettes. Mais malheureusement, seul 0,1% de la population a profité de cette dynamique. Alors juste 0,1%, c'est aussi une question qui est revenue. On a vu que récemment, les responsables de la BRVM se sont engagés dans une vaste politique de sensibilisation, d'éducation financière. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut, quelle politique et stratégie on peut mettre en place pour permettre vraiment aux populations de comprendre l'importance des marchés financiers, d'investir sur les marchés financiers, pour des particuliers d'abord? Alors, moi, je dirais pour ma part qu'il faille déjà inculquer la culture boursière dans nos écoles, et ce, dès le premier cycle, pour de cette manière permettre à nos jeunes de s'intéresser à la bourse au fur et à mesure qu'ils apprennent, et au fur et à mesure qu'ils grandissent. C'est seulement de cette manière-là qu'on pourra apporter un élément nouveau à ce qui se fait déjà. Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, vous avez des cadres d'entreprise, vous avez même des directeurs financiers qui ne savent même pas comment investir en bourse. Donc, pour ma part, je pense qu'il faut encore mettre un accent, et ce, dès le bas âge, sur la formation, sur la culture boursière, sur l'épargne boursière au sein de nos établissements scolaires. Alors, c'est quelque chose que vous essayez de développer à travers l'école de la bourse. Est-ce que ces dernières années, qu'est-ce que vous avez constaté? On commence à voir de l'engouement ou c'est toujours le statu quo? On commence à avoir de l'engouement, mais je vais compléter sa contribution sur ce point-là. Au niveau de la Côte d'Ivoire spécifiquement, on a un programme d'éducation financière qui est piloté par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, selon les enseignements dont je dispose, on devrait avoir l'intégration de l'éducation financière dans les programmes scolaires. Quand on dit éducation financière, ça intègre budget, épargne, entrepreneuriat, un peu d'investissement. Donc nous, on est en contact avec eux pour voir justement quelle place on peut donner à l'investissement. Donc peut-être que notre promotion, on va le dire comme ça, n'a pas profité de ça, mais je pense que dans quelques années, la résolution est passée en conseil de ministres. On devrait avoir des choses qui se préparent au niveau éducatif. Maintenant, après, la grande question, c'est qu'est-ce que ça vaut que quelqu'un qui n'a jamais entrepris ou qui n'a jamais investi enseigne cela à nos enfants. Ça, c'est un autre débat. Mais au moins, il y a de bonnes nouvelles qui se préparent dans ce sens-là. Maintenant, au niveau des initiatives privées, comme l'école de la bourse, on a de la croissance. Au troisième trimestre 2021, cumulativement sur l'année, on est en hausse de 67% sur les personnes formées par rapport à 2020. Mais ce qu'il faudrait, c'est d'abord démultiplier ce type d'initiative-là, mais avoir une autre communication sur l'investissement en bourse. Quand je dis une autre communication, vous savez, les gens ne feront des choses que si on leur montre concrètement ce que ça leur apporte. Aujourd'hui, la communication sur les marchés financiers est une communication de type information financière. Je ne citerai pas le nom des émissions, mais quand une émission parle des indices boursiers, de la captation boursière, des éléments techniques compris par ceux qui pratiquent le marché, on n'est pas en train de faire de l'éducation financière. C'est de l'information financière qu'on donne à des gens d'ailleurs même qui savent déjà ce qui s'est passé, puisqu'ils ont lu ça dans le bulletin. Il faut des capsules d'éducation financière. Donc nous, on travaille dessus avec certaines radios de la place. J'ai fait ça aussi avec un journal de la place, pas encore avec une télé,
Mais il faut des émissions où on vient et on explique la chose sous forme de capsules répétitives. Il faut des émissions où on peut appeler les gens qui pratiquent la chose, qui partagent leurs expériences. Je vous donne juste cet exemple au niveau de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat s'est développé parce qu'à un moment donné, on a mis des projecteurs sur les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, les vieux. On a commencé à les regarder et à les mettre en lumière. Donc ça crée un effet d'émulation. Donc il faut que les médias s'intéressent à la chose, mais non pas sous l'angle de l'information financière, mais sous l'angle de l'éducation financière. Et nous, on est disposés à participer à ce travail-là. Alors déjà au niveau de la promotion sur Média 1 TV, vous retrouvez l'émission favorite que vous regardez, le quotidien des bourses, qui donne un peu l'actualité des marchés financiers. Donc au-delà, il faut maintenant amener les populations à mieux comprendre ce qu'il est exactement. Mais aujourd'hui, sur la zone, au niveau de la zone UEMOA, on parle d'inflation dans certains pays, on parle de croissance économique dans certains pays. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien, une relation entre l'évolution sur les marchés financiers et l'évolution économique de nos États? Alors, je dirais oui, il y a une forte corrélation entre les performances des sociétés cotées en bourse et la progression des cours de bourse, mais également une corrélation entre la progression de ces cours-là, la progression de ces performances et celle de nos États, des États membres de l'UEMOA, puisque c'est de cela dont on parle aujourd'hui. Donc, en bourse, on dit que lorsque les fondamentaux d'une société sont bons, cela est reflété immédiatement dans le cours de bourse, et ces cours de bourse-là ne peuvent progresser que si l'état dans lequel la société est implantée se porte bien. Donc oui, il y a une corrélation entre ces trois éléments-là. Donc, si les marchés financiers se portent bien, l'économie locale aussi se porte bien? Je peux le dire, mais je vais nuancer un peu son propos. Les marchés financiers qu'on a, comme vous avez évoqué le cas de la BFM, ne reflètent pas encore toute l'économie, ou en tout cas les grands axes de l'économie de nos pays. Spécifiquement, la BFM, c'est 2/3, je crois, d'entreprises ivoiriennes. Donc, vous voyez que le comportement de la BFM ne porte en rien la dynamique du Mali, qui n'a que BEA Mali qui est coté. De fait, si BEA Mali baisse, dirait-on que le Mali baisse ou l'inverse. Donc, on n'a pas encore une bourse qui est représentative vraiment du cadrage économique. Donc, on peut avoir des pays sur 20 ans, quand vous prenez les économies de notre Afrique, de notre UEMOA sur 20 ans, vous avez un PIB qui a régulièrement progressé. Quand vous prenez la BFM sur 20 ans, vous avez 2 cycles de hausse, 2 cycles de baisse. Donc on n'a pas encore cette corrélation claire là, parce que justement c'est quelques entreprises, une entreprise du Niger, vous imaginez, une entreprise du Bénin. Donc forcément, ce qu'elle va refléter ne peut pas être représentatif de ce que le Bénin fait. Alors justement, là, c'est une question, j'aurais vraiment aimé la poser à un responsable de la Bourse régionale des valeurs mobilières, mais vous êtes là, vous aussi, vous observez ce marché. On nous a fait comprendre qu'après les années 90, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, vraiment, il y a plusieurs entreprises avec cette vague de privatisation. Beaucoup d'entreprises devraient intégrer la Bourse régionale des valeurs mobilières. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est un faible quota d'entreprises seulement qui ont décidé de venir à la BRVM. Qu'est-ce qui peut expliquer, je ne peux pas dire cette contrainte, mais cette peur, cette réticence des entreprises à venir, à être cotées sur la BRVM? Qu'est-ce qui peut expliquer cette réticence? Alors, le premier point pour expliquer cette réticence, pour utiliser votre terme, je dirais que c'est la transparence. Être coté en bourse nécessite beaucoup de transparence, nécessite une communication des états financiers à des périodes régulières, avec, j'insiste là-dessus, 100% de transparence. Et c'est un fait, nous le constatons. Sur notre zone, c'est très difficile souvent d'être désireux de vouloir communiquer certaines informations financières. Donc je pense que c'est un point qui contribue à la réticence dont vous parliez, mais ça ne devrait pas être un élément bloquant parce que pour la plupart des sociétés cotées, elles bénéficient d'un avantage concurrentiel sur celles qui ne sont pas cotées. Donc on profite de cette lucarne pour inviter les établissements qui hésitent encore à se faire coter à venir parce qu'il y a beaucoup d'avantages à se faire coter sur la BRVM.
Justement, au-delà de ces avantages-là sur le marché financier, ces entreprises peuvent venir quand même capter des ressources pour leur développement et autres. Effectivement, quand on regarde la fonction première des marchés financiers, on pourrait se dire que dans une zone comme la nôtre, où les entrepreneurs, les entreprises se plaignent de ne pas accéder au financement, c'est assez étrange qu'elles ne se rendent pas vers un marché financier. Mais après, il faut remettre un peu la typologie d'entreprise qu'on a face à nous. Qu'est-ce qu'on a quand on parle de grandes entreprises en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région? On a généralement des filiales de grands groupes. Donc, vous avez la représentation en Côte d'Ivoire du numéro 1 du câble électrique, du numéro 2. Comme il a évoqué, vous avez une filiale de Maroc Télécom, et ainsi de suite. Quand ces entreprises ont besoin de capitaux, dans l'économie moderne que vous connaissez, si la filiale d'un grand groupe a besoin de capitaux, elle ne va pas aller naturellement vers les marchés financiers, elle va aller naturellement vers la maison mère. Je vais prendre l'exemple des télécoms en Côte d'Ivoire. Quand l'État a annoncé la licence des 4G à 100 milliards, les 3 acteurs ont pu satisfaire à la requête, et quand on lit dans la presse, assez simplement, en faisant référence à la maison mère. Donc la fonction première des marchés financiers est de lever des fonds. Mais celles qu'on a comme entreprise sur le marché sont capables, dans leur groupe, d'avoir accès à ces fonds-là. Donc on n'a pas, j'ai envie de dire, les clients naturels de la bourse face à nous. On a des gens qu'on doit contraindre à y entrer. Et on peut le faire dans certains cas. Par exemple, dans les cas de privatisation d'État, ce qu'on ne dit pas, c'est les 45 qu'on a là, ils ne sont pas venus volontairement. Il y a beaucoup qui ont été contraints. C'est cela. Donc, l'État de Côte d'Ivoire, parce que c'est lui qui a fait ça beaucoup, privatise une entreprise et décide d'accorder une partie à l'acteur privé qu'il choisit. Je prends le cas de la CIB. Donc, Atidjari avait 51%, donc l'État a vendu 24%, et l'État a vendu les 20% restants au grand public via la BFM. Donc, il ne faudrait pas comprendre la CIB en bourse comme la CIB est venue lever des fonds. Non, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a vendu ses parts au grand public. Donc, on a des privatisations qui ont lieu dans toute la zone, dans tous les pays, ce n'est pas seulement à Côte d'Ivoire. Il faudrait que ce schéma de privatisation soit repris aussi par le Togo, par le Bénin, par le Sénégal, parce que ces populations ont le droit. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous, on est actionnaire de la CIE, de la SODECI, de Total, de presque tout. Mais je pense que les citoyens du Sénégal ont aussi le droit d'être actionnaires de leur compagnie d'eau, ou du Bénin ou du Burkina. Donc, dans les schémas de privatisation, il faut qu'on privilégie aussi les sorties par le marché. Il y a aussi des mécanismes au niveau des licences. Je crois que j'ai vu ça en Afrique australe. Au niveau du renouvellement de la licence, par exemple des télécoms, on peut contraindre un acteur à dire, bon, pour les 15 prochaines années, dans les conditions pour obtenir la licence, là, il faut que ton capital soit ouvert au grand public. Donc ça permet d'ici au prochain renouvellement que tous ceux qui manipulent des licences, notamment au niveau des télécoms, se retrouvent en bourse. Au niveau du code minier de certains pays aussi, il y a ces clauses-là. Donc, c'est juste je veux dire, comme on n'a pas les clients naturels face à nous, on cherche des règles pour contraindre ceux qui sont face à nous d'y rentrer. Et on pourra quand même en obtenir quelques-unes. Et là aussi, c'est un procédé d'inclusion financière, en tout cas une procédure d'inclusion financière qui pourrait permettre aux populations d'entrer dans le capital en griffe de ces grandes entreprises. Mais on voit aussi les États eux-mêmes venir faire des emprunts beaucoup ces dernières années, ces 2 dernières années. Les marchés financiers, la BRVM devient en quelque sorte un bouclier financier, une seconde option en face des prêts internationaux qu'on connaît. Alors, emprunter au plan local est une stratégie adoptée par nos États pour lever des montants importants sur le marché des capitaux. En témoignent les chiffres de cet exercice 2021. C'est près de 2000 milliards qui seront levés à travers le marché financier, et cela ne peut être qu'encouragé. Après, ce qu'il faut noter, c'est que les taux auxquels nos États empruntent sur notre zone pourraient être qualifiés d'assez intéressants comparément à ceux qu'on peut observer sur les marchés étrangers où ces taux-là sont dits variables et exposent un peu nos États à ce qu'on appelle des fluctuations de taux et un risque de change. Donc, c'est encouragé. Venez lever sur les marchés locaux, venez lever sur le marché régional. Alors, juste une question pour tous ceux qui nous regardent en ce moment, qui veulent comprendre la bourse ou qui veulent investir.
est-ce qu'on peut dire que c'est le moment d'investir à la BRVM? Pour ce type de question, cela renvoie à la théorie du momentum, comme s'il existe des moments particuliers pour investir en bourse et donc d'autres moments où il ne faudrait pas le faire. Personnellement, je ne crois pas à ça. Ce que je crois, c'est qu'à toute période, on peut investir sur les marchés financiers. Parce qu'en fait, on n'investit pas sur les marchés financiers, on investit sur les actifs financiers. Donc, quand vous arrivez à un moment sur un marché, vous devez faire la revue du marché pour trouver quels sont les actifs pertinents. Je vais prendre l'exemple de 2018. En 2018, le marché a baissé, je crois, de 28%. Donc, si je dois prendre votre question, ce n'était pas le moment d'investir à la BEV en 2018. Et pourtant, dans les phénomènes qui se sont passés, on a eu les bancaires qui ont atteint des niveaux très bas à cause de la crise du SAF cacao. Donc, vous avez eu des cibles qui ont atteint 2000, des BOA Niger qui ont atteint 2500, BOA Niger et au Niger au passage, quoi. Mais leur action a été touchée. Donc, vous avez des actions qui ont atteint des niveaux pour une crise qu'ils ont pu surmonter. Donc, aujourd'hui, quand vous prenez le marché 2021 par rapport à 2018 pour la cible pour BOA Niger, ces actions ont doublé. Donc, je dirais qu'il faudrait plutôt que de raisonner en termes de moment, de raisonner en termes de j'arrive en 2021, quelles sont les opportunités d'affaires que la BVM présente en 2021? Parce que l'erreur, c'est d'arriver sur un marché haussier et penser que tout va continuer à progresser. Il y a des valeurs à la BVM actuellement qui ont déjà, j'ai envie de dire, exercé leur croissance et qui sont en train de se retourner. Je citerai juste un seul cas, la FECAB, et il y en a d'autres. Donc, il ne faudra pas faire l'erreur d'arriver dans des dynamiques en pensant que tous les actifs vont reproduire cette dynamique-là. Il faut toujours, quelle que soit la dynamique du marché, comprendre qu'on n'investit pas, pour l'instant, en tout cas la BVM, on n'investit pas sur les indices. On investit directement dans les entreprises. Donc, faire l'exercice de recherche pour voir quelles sont les entreprises qui sont pertinentes actuellement. Et quand on fait ce travail-là, toutes les années sont bienvenues. Alors, messieurs, la question qui me revient là maintenant, quand on regarde un peu l'évolution du cours des cours au niveau de la BRVM, est-ce qu'on doit s'attendre encore à d'autres progressions? Je pense que oui. Je pense que la croissance, comme nous l'avions dit d'entrée dans notre avant-propos, nous sommes revenus sur une phase de marché haussière et qui devrait, je pense, qui devrait durer 4 années. Pour rappel, la BRVM est un marché assez embryonnaire, mais sur lequel on peut quand même saisir des opportunités intéressantes. Donc après 4 années de hausse soutenue, nous avons enregistré 4 années de baisse. Après ces 4 années de baisse, 4 années de hausse soutenue également devraient être observées. Et ces 4 années-là sont comptées à partir de 2020. Nous sommes en 2021. Donc, on peut faire nos projections. On s'attend quand même à des progressions soutenues du cours des actions, notamment dans le secteur finance, dans le secteur agricole, dans le secteur des services publics. Donc, c'est un peu la petite recommandation que je puis faire sur ce plateau. Des progressions qui intéressent sans doute tous ceux qui nous suivent actuellement et qui s'intéressent à la bourse. Alors, M. Kouao, je vais me retourner vers vous. Ça sera peut-être la dernière question. Vous aurez votre mot à dire sur comment vous voyez l'évolution des cours du marché financier, surtout au niveau de la BRVM. Mais aussi rapidement, si vous pouvez nous dire comment pouvoir s'outiller, c'est-à-dire quel est le matériau, quels sont les matériaux de base, quels sont les indices que l'investisseur ou le particulier peut regarder au niveau de la presse, pour pouvoir choisir ses actifs. Bon, déjà, il ne faut pas regarder au niveau de la presse pour choisir les actifs. Parce que la presse communique après fait. Oui. Donc, généralement, une partie de l'histoire est déjà jouée quand la presse en parle. Donc, il faut se former. Et en vous formant, vous aurez des indicateurs précis en fonction des types d'entreprises. Donc, on va faire un cas très concret pour les auditeurs. Vous avez une entreprise qui s'appelle Palmsi, qui vend de l'huile de palme. Palmsi est une entreprise qui est dite cyclique, dont les performances sont corrélées à un paramètre de l'économie qui est le prix de l'huile de palme. Quand vous comprenez ça dans la formation, vous savez que ce que vous devez suivre sur Palmsi, ce n'est pas la presse, c'est le cours de l'huile de palme. Au 4e trimestre 2020, les cours de l'huile de palme ont commencé à progresser. Ce que la presse a relayé, c'est les prix de l'huile pour la ménagère. Mais derrière cette information-là, il y avait les cours de l'huile de palme en tant qu'actifs. Donc, toutes les entreprises qui produisent de l'huile de palme ont commencé à avoir une hausse de leur performance. Cette progression-là s'est poursuivie en 2021. La dernière fois que j'ai regardé les cours de l'huile de palme, ils étaient à leur plus haut niveau sur 5 ans. Donc, par voie de conséquence, l'entreprise Palmsi a réalisé ou
dans le cas de mon analyse, allaient réaliser une performance incroyable en 2021. Ils ont donné les chiffres. Ils ont fait 31 milliards au premier semestre contre 3 milliards et demi toute l'année passée. Donc c'est ça que la presse va relayer. Mais quand la presse relaye ça, PAMSI coûte déjà 5 500. PAMSI coûtait 1 400 au 4e trimestre de l'année passée. Donc quand vous êtes formé, vous savez écrire les histoires par le début. Ouais. Donc ne pas se... Souvent les gens ont un problème avec la formation. Ils se disent que les coachs sont des charlatans, machin. Il faut être sérieux. On parle de quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. On parle de quelque chose qui n'est pas dans notre culture. Et on parle d'investir du vrai argent. Donc il faut prendre le temps de comprendre les clés pour chaque entreprise, comme je dis, chaque actif de la BFM et savoir comment suivre cette entreprise-là, à quel moment rentrer. Et je ne vous dirai pas qu'il est temps de sortir de PAMSI, mais peut-être que finalement une bonne partie de l'histoire s'est jouée. Une bonne partie de l'histoire s'est jouée et aujourd'hui, nous avons pris une bonne partie pour parler en tout cas des avantages et surtout des risques au niveau de la bourse et surtout la résilience de la BRVM pendant cette période de Covid. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, aujourd'hui, nous parlions des avantages de la bourse et nous étions avec M. Brice Kwao, analyste financier indépendant, fondateur de l'école de la bourse, et avec lui M. Doudou Bobia, vous êtes spécialiste des marchés financiers. Alors mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est le moment en griffe de bien regarder ce qui se passe au niveau des marchés financiers et pourquoi pas investir et développer ainsi nos économies locales. Agréable suite au programme sur nos antennes.